Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur. Je suis cette semaine sur le sommet de l'élevage et là on va se rendre chez Boehringer pour parler vaccination. J'ai des bovins à la ferme. La vaccination, c'est un sujet quand même super intéressant et très important. Donc là je vais voir Arnaud, veto chez Boehringer, qui est juste là. Salut Arnaud, ça va? Salut Étienne. Ça va? T'es au sommet? Oui, exactement. Bienvenue sur notre stand. Et puis on va parler vaccination. Avec plaisir. Donc Arnaud, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi je suis Arnaud, je suis responsable technique vaccin ruminant chez Boehringer Ingelheim. Donc c'est un laboratoire fabricant de médicaments pour les animaux. Ok, très bien. J'ai été aussi éleveur dans une vie antérieure, un peu comme toi. Une belle vie alors. Parce que j'ai été éleveur de vaches laitières, exactement comme toi. J'avais pas de robot, j'avais un moto. Il en faut aussi. Et alors toi, est-ce que tu peux dire en quelques mots où est-ce que tu es installé? Ouais, donc moi je suis éleveur de vaches laitières. Comme toi avant, voilà. J'ai 120 vaches laitières dans la Sarthe. Par contre, j'ai 2 robots de traite et 90 hectares. Donc on tourne comme ça, je fais tous mes fourrages sur la ferme, je produis tous mes fourrages et j'achète juste mes concentrés à l'extérieur. Alors l'intérêt économique, c'est on va d'abord s'intéresser au coût des maladies. Donc le coût des maladies, par exemple, des problèmes respiratoires sur une génisse laitière avant son premier vélage, c'est 20 jours de production de moins dans sa carrière laitière. Il y a des études qui ont montré ça en moyenne, 20 jours de production de lait en moins. Donc 20 jours, on va partir sur 25 litres par jour, ça fait 500 litres de lait. 500 litres de lait au prix du lait aujourd'hui, ça fait 200 euros. Donc ça c'est les coûts différés. Après tu calcules facilement les coûts immédiats d'une maladie, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, éventuellement du diagnostic. Donc ça c'est les coûts immédiats faciles à calculer. Mais il faut bien penser aux coûts différés de baisse de production, de baisse de productivité, une croissance un peu plus ralentie, par exemple des diarrhées néonatales, on aura une mise à la reproduction un peu plus tard. Et donc tout ça c'est des coûts plus difficiles à évaluer parce qu'ils sont différés de plusieurs mois dans le temps. Donc ça c'est important à bien prendre en compte lors d'un raisonnement sur la mise en place d'une vaccination. Et le coût qu'on ne prendrait pas en compte, c'est l'éleveur aussi. Parce qu'avoir des animaux en mauvaise santé, pour l'éleveur, c'est jamais agréable. Exactement, ça c'est un point important. L'expérience montre que quand tu passes plus du curatif vers le préventif, ta facture de médicaments ne diminue pas. Par contre, toi tu vas gagner en sérénité, tu vas gagner en temps de travail, parce que réhydrater un veau ou faire boire un veau qui n'a pas tété, c'est jamais agréable. C'est du temps perdu. Voilà. Et donc là, l'avantage c'est que tu gagnes en sérénité et tu gagnes du temps. Alors ça c'est un point très important. Dans les études, on prend rarement en compte le temps. Mais on devrait. Parce que celui-là, malheureusement, il ne coûte pas beaucoup. Mais on devrait prendre en compte parce que ça a un coût quand même. Et c'est un coût en euros et puis en temps de travail. Et le temps, mentalement aussi, d'avoir les animaux malades, c'est jamais agréable. Donc bien-être d'élevage et bien-être de l'éleveur aussi. Exactement. Il y a des différences de qualité. On parle des indications des vaccins. Qu'est-ce qu'on a démontré nous, au niveau du laboratoire comme efficacité du vaccin? Donc là, il y a différents types d'indications. Il y a l'indication prévention, où là, on a démontré 100% d'efficacité. Donc dans le lot vacciné, il y a 100% d'animaux sains. Deuxième niveau, réduction. Là, c'est ce qu'on propose avec les vaccins respiratoires, par exemple. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des vaccins qui préviennent la maladie. Donc on est sur de la réduction. Réduction d'expression de virus, réduction de symptômes, par exemple. On est sur de la réduction. Et puis le troisième niveau, on arrive à démontrer moins de choses, c'est l'immunisation. Donc on a injecté un vaccin, il a fait une réaction immunitaire, c'est bien. C'est déjà le boulot. Mais voilà, la promesse, elle est un peu plus légère que quand on a de la prévention, où là, on a vraiment une haute qualité d'efficacité. Alors, il y a une date de péremption, bien sûr. On est souvent autour de 2 ans. D'accord. Donc ça permet, nous, de le produire, de le contrôler, parce qu'il y a une phase de contrôle qui est importante. Avant libération, on appelle ça la libération, c'est libération du lot. C'est le moment où tous les contrôles sont OK. C'est stérile, c'est efficace,
c'est tout bon. Et à partir de là, donc ça prend des fois quelques mois après la phase vraiment de production. Et ensuite, vous avez généralement 18 mois pour le distribuer, que ça passe au vétérinaire et chez vous. D'accord, ok. Et par contre, là, j'attire quand même ton attention, 2 ans de péremption. Si tu es bien OK sur les conditions de conservation. Un vaccin, c'est plus 2 à plus 8. C'est-à-dire au frigo, quoi. Voilà. Donc je te recommande un frigo avec une alarme, un détecteur de température, parce que des fois, il y a eu un orage, il faut mieux assurer le truc. Ça a disjoncté, voilà. Donc sûr. ça, c'est important d'avoir une... Nous, on fait des contrôles de chaîne du froid, la logistique fait un contrôle de chaîne du froid, le vétérinaire un contrôle de la chaîne du froid, donc pour ça et jusqu'à chez vous, avoir le contrôle de la chaîne du froid jusqu'au moment où tu vas injecter le vaccin. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment important pour la qualité et l'efficacité du vaccin. Ok. Alors ça, malheureusement, la très grande majorité des vaccins doivent s'utiliser dans les heures qui suivent l'ouverture du flacon. D'accord, ok. Donc ça, il faut être vigilant aussi là-dessus, parce qu'on est sur un produit biologique, un produit fragile. Ça a demandé des semaines de fabrication, et donc derrière, c'est quand même une certaine fragilité. C'est pour ça que je te disais qu'il faut être très très vigilant sur la chaîne du froid. Donc un flacon entamé, c'est un flacon qui est potentiellement contaminé par l'aiguille, même si c'est une aiguille propre à usage unique, il y a obligatoirement des germes qui rentrent dedans à ce moment-là. Donc le vaccin il est plus trop utilisable, il y a trop de risques d'innocuité. Quand on va te piquer, il peut y avoir des microbes en même temps et donc une réaction locale. Donc on les utilise dans la journée et c'est pour ça que nous on essaye d'avoir des présentations qui s'adaptent à la taille des troupeaux et à la taille des lots à vacciner, parce qu'on n'est pas forcément sur une vaccination globale de troupeaux. Par exemple sur les diarrhées non-natales, on vaccine généralement en cheptel laitier au moment du tarissement. Donc là, toi, tu taries comment? Combien de vaches, par exemple? Je tarie entre 5 et 10 vaches, quoi. Voilà, donc ça peut être 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc l'avantage, c'est que nous, on a une présentation 5 doses pour les 5 premières vaches. D'accord. Et puis ensuite, une présentation, une dose pour faire la 6e et la 7e. Donc j'adapte en fonction. Donc du coup, on ne se pose pas la question sur jeter des doses, puisqu'on adapte exactement la présentation. Je les prends dans mon frigo, juste ce qu'il faut, je vaccine. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as 6 vaches à terrir, 5 doses plus une. D'accord, ok. Parfait. Et pareil en respiratoire, pour les petits veaux, on essaye de faire de la vaccination assez tôt, parce que le veau, il peut recevoir un vaccin intranasal à partir de l'âge d'une semaine, par exemple. Et donc, c'est bien de vacciner assez vite les veaux pour éviter qu'ils soient malades par la suite. Donc là, pareil, en intranasal, on a développé une présentation, une dose, pour que dès que tu as quelques veaux qui ont l'âge de 10 jours, tu peux je prends ce que j'ai besoin. Vacciner ton veau si tu vaccines contre les maladies respiratoires. D'accord, ok. Alors l'agrandissement de troupeau, c'est toujours une période à risque. Donc d'ailleurs, c'est un critère de choix de la vaccination, c'est quand est-ce que j'ai des risques sur l'exploitation. J'ai des risques par rapport aux diarrhées non-natales, j'ai des risques par rapport aux maladies respiratoires qui sont assez fréquentes, ou alors des maladies très dangereuses comme la BVD par exemple. Là, sur des troupeaux, avec le plan d'éradication, on a des troupeaux aujourd'hui qui sont assez naïfs, donc complètement sérologiquement négatifs en BVD. Et donc là, si la BVD elle rentre dans ton cheptel à ce moment-là, c'est très dangereux. L'agrandissement de cheptel, c'est toujours une période de stress. Même si tu vas avoir des beaux bâtiments, tu penses qu'elles vont être plus confort, c'est toujours une période de stress. On change leur environnement. Tout changement pour les animaux, elles bouffent tous les jours la même chose, elles sont heureuses. Elles dorment tous les jours au même endroit, elles sont heureuses. Et donc là, il va y avoir un agrandissement de bâtiment, ça va être une période de stress. Une période de stress, c'est toujours un risque supplémentaire par rapport aux maladies. Donc là, dans ce cas-là, de toute façon, je te renvoie vers ton vétérinaire pour évaluer les maladies les plus à risque. Et c'est sûr que dans ce cas-là, faire une prévention contre les diarrhées non-natales et ou une prévention contre les maladies respiratoires, ça serait certainement un bon investissement. Parce que c'est vrai qu'on a eu un été où on a eu des périodes de pluie, des gros coups de chaud, plus frais. On a alterné les périodes vraiment très compliquées pour les animaux et on peut le gérer avec une vaccination en amont. Exactement.
le stress thermique, on en parle de plus en plus, c'est aussi, ça porte bien son nom, c'est un stress. Et tout le stress, chaque stress, que ce soit des mélanges d'animaux, stress thermique, nouveaux bâtiments, ça va être un effet négatif sur la réponse immunitaire. Donc on a moins de lymphocytes qui vont être mobilisés, et donc, puisqu'il y a production de cortisol endogène, donc le cortisol, ça va empêcher le bon fonctionnement du système immunitaire, et donc ça a plus de risques. Un animal qui normalement va rencontrer un virus, tu ne vas pas le savoir, et ben en période de stress, il va être fiévreux, il va moins bien produire à ce moment-là. On peut anticiper avec la vaccination. On peut anticiper avec la vaccination. D'accord, ok. Alors c'est assez classique ce que tu me décris. Au départ, les vélages se passent bien, et puis donc la pression infectieuse augmente tout doucement, parce que les vaches adultes sont porteuses de rotavirus, de coronavirus ou d'Escherichia coli par exemple. Et donc petit à petit, les veaux multiplient, c'est le relais multiplicateur. Et donc la pression infectieuse elle augmente, et à un moment ça commence à merder. Voilà. On essaie de nettoyer régulièrement, mais on arrive. T'as beau être propre, la pression infectieuse elle augmente. Et donc il existe des vaccins contre les diarrhées néonatales. Donc on en fabrique un par exemple. Et donc généralement le but de cette vaccination, c'est d'enrichir le colostrum en anticorps. Parce que c'est des maladies qui arrivent très tôt dans la vie de l'animal, c'est la première cause de mortalité durant le premier mois de vie. Donc il faut être le système immunitaire du veau, il fonctionne, mais il n'a pas le temps de faire fabriquer ses propres anticorps. Il y a des Escherichia coli qui agissent dès le premier jour de vie. Donc il faut être animaux malades dès le premier jour de vie. Donc la seule solution, c'est le colostrum. Donc on vaccine les vaches, dernier tiers de gestation, entre 12 semaines et 3 semaines avant le vélage. Ça tombe bien, toi tu dois être en IA. Donc tu connais pile poil la date. Je connais à peu près. Voilà. Donc tu peux calculer 3 semaines à 12 semaines. Et puis comme je te le disais tout à l'heure, généralement on fait ça au moment du tarissement. C'est la bonne période. D'accord. Et donc là, la vache va répondre à la vaccination, fabriquer ses propres anticorps. Et puis vont être transmis dans le colostrum durant les 3 dernières semaines de gestation. D'accord, ok. Voilà. Donc ça c'est un point clé aussi si tu as par hasard des vaches qui vont véler en avance, ça arrive de temps en temps, par des jumeaux ou un peu de stress, des fois le stress thermique. Et donc là il faut être très vigilant sur la qualité du colostrum. Parce que souvent ces vaches-là elles n'ont pas eu le temps de fabriquer un colostrum de qualité. Donc moi ce que je te recommande, c'est dans ces cas-là de vérifier la qualité du colostrum. Est-ce que tu sais comment on s'y prend? Alors moi je vérifie, c'est formidable, on en a un ici en plus, comme par hasard. J'en ai toujours un dans la poche, au cas où il faut vérifier, on peut faire le vin avec. Et du coup... oui je sais. Et du coup j'utilise mon réfractomètre, donc je mets ma petite goutte de lait ici, qui n'est pas de bulle d'air. Je referme et après je regarde à la lumière, je regarde, je règle et je regarde à combien il est. Et autour de entre 25, 24 et 27, 28, il est bon. C'est bon, Voilà, et en dessous, il n'est pas très très bon. Alors en lait, c'est vrai que les vaches ont tendance à produire beaucoup de colostrum, c'est un petit peu plus dilué. Donc l'objectif pour un laitier, c'est d'avoir un colostrum supérieur à 22. Voilà. Et si j'ai un colostrum... En allaitant, c'est vrai qu'on dit plutôt 25 parce qu'elles ont moins de colostrum, c'est un peu plus concentré, donc on peut viser une qualité supérieure. En lait, des fois elles font combien de litres de lait? Ça peut être 10 litres, 10-15 litres. Donc c'est assez dilué. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande 4 litres de lait au moins dans les 6 premières heures. Et avec un colostrum au-dessus de 22, généralement ça va bien se passer. Et je le congèle. Voilà. Si je vois que j'ai une vache qui a fait 7-8 litres de au-dessus de 24, 25, je congèle pour en avoir après quoi. Ça c'est une super idée parce que ce que je te disais, vélage un peu précoce, les génisses aussi des fois. Les génisses, on peut imaginer plein de choses. Et donc ça, si le colostrum est de mauvaise qualité, ça n'empêche pas de donner le colostrum de la mère, mais de compléter avec 1 ou 2 litres d'un colostrum de bonne qualité. C'est super important. L'avantage de ce vaccin-là, c'est qu'on peut le faire très tôt dans la vie de l'animal. D'accord. Voilà, il y a des vaccins. Le problème de la vaccination très tôt dans la vie de l'animal, c'est l'interférence avec le colostrum. Parce que le colostrum, il y a des anticorps, donc nous on met du virus vaccinal, il peut y avoir interférence.
Donc la voie intranasale permet de chanter un peu ce système-là et d'immuniser la voie d'entrée des virus. La voie d'entrée des virus, c'est par les narines. Et donc, grâce à la vaccination, on peut agir dès 8-10 jours d'âge. D'accord. Et c'est une immunité qui va se mettre en place assez rapidement. En 10 jours, on a déjà une immunité qui est correcte. Donc c'est intéressant parce que ça va très vite et on peut le faire très jeune. C'est aussi rapide qu'une vaccination classique? La vaccination classique, mais par voie, donc ce qu'on appelle la voie parentérale, la voie générale, ça prend un peu plus de temps. D'accord. Alors que là, on est directement au niveau local, là où le virus va attaquer. Et donc, les vaccins qui existent actuellement, c'est des vaccins contre les maladies virales, le RS. Ça, c'est un virus qui est très connu parce qu'il peut tuer les animaux. Et puis le PI3, donc parainfluenza 3, c'est un virus qui est moins dangereux, mais qui est très présent. D'accord. Et donc lui, une fois qu'il est installé, il favorise les autres maladies respiratoires, des pastorelles par exemple, et qui tu seras obligé de traiter avec des antibiotiques. Donc faut être hyper c'est prudent. super intéressant comme système immunitaire, et en plus c'est qu'une seule administration. Voilà, donc ça c'est pratique. Souvent les piqûres, il faut en faire deux, parce que ça met plus de temps et il faut relancer le système immunitaire pour avoir vraiment une bonne réponse. D'accord, ok. Alors on a parlé du colostrum, mais toi tu t'y prends comment chez toi pour gérer cette phase-là qui est quand même assez délicate? Ouais, alors j'essaye, quand la vache vèle la journée, je la passe tout de suite au robot de traite. Donc je récupère le colostrum de la vache, réfractomètre. S'il est très bon, j'en congèle un petit peu. Si j'en ai assez, je congèle. Sinon, je donne au veau tout de suite, le plus rapidement possible. Biberon, drencher? Biberon. D'accord. Au maximum biberon. Après, j'aime pas trop drencher. Je préfère que si le veau boit, biberon. Et tu arrives à donner combien de litres alors dans ces cas-là? Au moins 1 litre. Au moins le premier litre. S'il veut boire plus, je vais monter jusqu'à 1,5 litre de litre. Et puis après, je m'arrête. D'accord. Et puis, tu peux y aller. Ouais, le colostrum, Jusqu'à 4 litres, on peut y aller. Je peux donner 4 litres. D'accord, ok. Ça fait peur un petit peu. Ah ouais. Mais dans l'expérience prouve que ça passe. D'accord, voilà. Ça passe. C'est pour ça que d'ailleurs, on est obligé de drencher souvent pour avoir cette quantité de 4 litres. Parce que quand on laisse téter, il y a un moyen. Est-ce que tu connais le moyen de vérifier que le veau a bien pris son colostrum? Non. Alors c'est un moyen très simple, c'est un thermomètre. D'accord. Si tu prends la température d'un veau au-delà de 12 heures de vie, et s'il a pris son colostrum, il est au-dessus de 39. D'accord, ok. S'il n'a pas pris son colostrum, il n'a pas eu de source d'énergie et la température elle commence à baisser. Donc ça c'est un bon signe pour voir si le veau... mais bon, toi tu as une maîtrise du début à la fin de la prise colostrale. Donc. Et puis surtout, le problème c'est si tu laisses téter le veau, pour leur faire voir au biberon après, il a plus de mal. Donc biberon tout de suite. Alors je vois que tu as un super autocollant. Je vaccine mes bêtes, c'est quoi? Je vaccine mes bêtes, c'est un site où on va parler de la vaccination, contre quelle maladie on vaccine. Il existe malheureusement pas des vaccins contre toutes les maladies, mais il existe des vaccins contre les maladies dangereuses, des maladies fréquentes comme les diarrhées néonatales ou les maladies respiratoires. Donc c'est un peu ça qui nous guide dans nos choix de développer des vaccins, les maladies dangereuses ou les maladies fréquentes. Et donc là, c'est un site à destination des éleveurs. D'accord. Où on discute des impacts des maladies et les solutions qu'on peut proposer. D'accord, j'irai voir ça et puis je vais voir avec mon veto aussi. Parce que c'est quand même lui qui va aussi gérer un petit peu ça. Tu as tout à fait raison, la vaccination c'est une prescription d'un vétérinaire. C'est sur ordonnance et c'est lui qui connaît mieux ton élevage et qui va pouvoir te recommander tel ou tel vaccin en fonction des risques qu'il a détectés chez toi. Éventuellement des périodes aussi, ça peut être que sur certaines périodes de l'année. Les maladies respiratoires, c'est évidemment plus fréquent en hiver, en automne, en période humide. Donc il y a aussi peut-être des périodes où il faut être mieux armé. Donc je vaccine mes bêtes, je vais voir là-dessus et je confirme avec mon veto. Voilà. Parfait. Et si tu as d'autres questions, tu nous appelles. Je vous appelle. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine, bon sommet. Merci, à plus.